Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. C'est chaud à l'Assemblée, c'est très chaud et laborieux pour le pass vaccinal que vous vouliez mettre en place très vite. On va en parler. Mais évidemment, l'actualité la plus brûlante, c'est le gouvernement qui a fait des concessions importantes hier. Jean Castex et Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale recevaient les syndicats. On va en parler dans le détail, mais opération déminage, il y avait urgence ? Il y avait urgence, il y avait nécessité. Moi, je comprends la fatigue, l'épuisement du corps enseignant, des élèves, des parents, qui sont des acteurs majeurs, tous, même les élèves, du combat que nous devons mener contre le Covid. Et donc hier, le Premier ministre lui-même a souhaité être aux côtés de son ministre de l'Éducation nationale pour recevoir les partenaires sociaux et trouver des solutions pratiques pour rendre cette période si difficile la plus allégée possible. Et malgré ça, je sais que ce sera un combat permanent. Vous dites, je comprends l'exaspération, etc. Vous comprenez aussi qu'il y a eu, et que ça a été perçu comme ça, une communication et un calibrage des mesures de rentrée qui étaient mal ciblées. Vous savez, d'abord, personne ne prend des décisions aussi compliquées, complexes et difficiles que celles que Jean-Michel Blanquer et le ministre Olivier Véran ont pris pour l'école de gaieté de cœur. Mais nous avions un choix assez simple. Fermer l'école ou prendre des mesures qui passaient par la vaccination et la détection du risque. Elles sont compliquées. Pardon. Et puis, il y a peut-être un problème de communication, et vous l'avez dit. Pas seulement de communication, mais de calibrage, puisqu'elles ont été par 2 fois reformatées. Donc, au départ, il y avait un défaut de conception, et vous avez très vite réagi. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que l'expérience que j'ai comme ministre de l'Intérieur sur la première gestion de la crise sanitaire, puis comme président d'un groupe, c'est que de toute façon, face à la Covid, nous devons nous adapter sans cesse. Et que les réalités d'aujourd'hui ne sont pas celles de dans 15 jours. Alors c'est très difficile pour la mise en œuvre, pour tous les acteurs, que ce soit le directeur de l'école de Fort-Calquier ou que ce soit le ministre de l'Éducation nationale. Mais on a besoin aussi de cette souplesse face à un virus qui bouge, qui mute, qui évolue. D'accord. Bon, vous avez raison. On est dans la complexité, mais vous me faites un peu de langue de bois sur le fait qu'il a fallu quand même en 3 jours changer le protocole, c'est qu'il y avait un petit défaut de conception. Là, c'est pas la langue de bois. Je reconnaissais moi-même d'ailleurs le problème de communication en reprenant votre question. Et de conception, c'est ce que je dis. Mais de conception, oui et non, parce que le ministre a proposé un protocole pour la rentrée du 3 janvier qui dépendait de l'avis qu'avaient émis les autorités sanitaires le 31 décembre. Ensuite, il y a des bougées. Mais le sujet n'est pas de savoir si tout a été bien voilà, fait. Exactement. Tout n'a pas été Il y a un bien bougé, fait. en tout cas, du point sûr. de vue du gouvernement. On peut dire qu'il a changé de ton hier, parce que 3300 contractuels qui sont embauchés pour pallier les absences, 5 millions de masques FFP2 qui vont être à la disposition des enseignants alors qu'ils étaient réservés aux enseignants, des aides à la vie scolaire, des décalages de tests en primaire, on parle éventuellement du bac. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi à décaler tout ça ? Il y a un changement de ton. Mais il y a une volonté d'écoute et il y a la mise en place d'un groupe de discussion, d'échange tous les 15 jours. Donc voilà, oui, ça aussi, il y a eu des nouveau. loupés, il y a certainement eu des loupés. Et le ministre l'entend, le ministre y répond. Mais il y avait des mesures déjà anticipées. Vous avez cité les 3300 renforcements scolaires. Ils étaient lancés, ils étaient prévus. Ce ne sont pas des annonces d'hier. Par contre, il y a le renforcement administratif avec l'aide au poste de directeur. Et tout ça est d'évidence. Il faut aussi trouver les personnes adaptées pour le faire. Vous espérez une détente ? Bien sûr que nous espérons une détente parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Mais l'enjeu est politique, mais il est aussi quotidien pour les directeurs, les directrices, pour les enseignants, parce que c'est dur ce qu'ils vivent aujourd'hui sur le terrain, et donc nous devons leur répondre, nous devons les accompagner. Vous comprendriez qu'il y ait une nouvelle grève, parce qu'aujourd'hui il y a des syndicats qui vont se réunir, qui l'envisagent. Ils ont eu un succès dans le fond. Vous comprendriez que dans 15 jours ils remettent ça ? Une nouvelle grève, nouvelle journée ? Vous savez, la grève, elle peut être nécessaire à certains moments, mais pour obtenir des choses. Si le débat, c'est de savoir que la bonne mesure, c'est celle que proposait par exemple Valérie Pécresse et les LR, c'est de laisser fermer l'école à la rentrée scolaire, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons une orientation, une priorité, c'est celle de tout faire pour que l'école reste ouverte. Et nous avons sur ce sujet des résultats. L'école en France est restée 2 fois plus ouverte qu'en Allemagne, 3 fois plus qu'en Italie, 4 fois plus qu'aux États-Unis, parce que c'est essentiel pour nos enfants de rester le plus possible dans l'école. Des dégâts pour l'exécutif, cette affaire de rentrée quand même qui a cafouillé, pardon. Oui. Des dégâts sûrement, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de tout faire pour maintenir les écoles ouvertes. L'essentiel, c'est de s'adapter, de réagir, de dialoguer. Nous devons le faire et on ne doit pas mener une politique en fonction des dégâts ou des commentaires. Donc ça peut laisser des traces pour Emmanuel Macron ?
Mais je des n'en sais dégâts sur rien. les Moi, je ne traces. pronostique pas. Il y a une Ouais. élection qui viendra et nous verrons si Emmanuel Macron est candidat, si ça a laissé des traces, quelle est la situation politique de notre pays. Ce que je constate, c'est que pour laisser des traces, il faudrait que nos opposants aient des propositions sérieuses, crédibles, alternatives à faire. Ils n'en font aucune. Je disais tout à l'heure, c'est chaud à l'Assemblée, Christophe Castaner. Bon, c'est là où vous travaillez essentiellement. Vous êtes président du groupe La République En Marche. Et c'est laborieux pour le pass vaccinal que le gouvernement était pressé de mettre en place. Il aurait pu y avoir un accord, hein, on fait un petit retour sur image, il aurait pu y avoir un accord hier entre l'Assemblée et le Sénat, et puis à cause d'un tweet de Bruno Retailleau, figure LR au Sénat, vous avez mis les pouces, si vous me permettez, vous retardez encore. Franchement, est-ce que cet énième épisode est à la hauteur de l'enjeu ? Moi, je n'ai pas la même lecture que vous, et pourtant j'étais sur place. La question du tweet de Bruno Retailleau n'est qu'un révélateur du fait que les sénateurs voulaient à tout prix un accord, et ont passé 4 heures à avancer sur des sujets, puis à reculer, puis à avancer, puis à reculer, à tel point qu'ils nous ont totalement perdus. La seule chose qu'on avait compris, c'est qu'il fallait un accord, parce que Mme Pécresse avait exigé de M. Retailleau cet accord, et que finalement, ils ne savaient pas sur quelle base. Et effectivement, à un moment donné... ensemble, voilà, Bruno Retailleau, effectivement, l'accord n'est pas encore officiellement annoncé. Il n'existe pas, même à ce moment-là. Il n'existe pas. Bon, c'est plutôt bien parti. Et il dit, c'est la victoire du bon sens. Il y a eu des nombreuses clarifications grâce aux sénateurs. Le pass vaccinal est destiné à protéger les Français et à rien d'autre, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Vous voyez, récupération politique de travail qui était mené par des sénateurs. Il n'y était pas, mais il veut être le premier, il veut dégainer, il va trop vite. Mais tout ça pour dire, peu importe l'accord, l'essentiel c'est que je sois le premier à dire que j'ai gagné. Bien non, je pense que le sujet vaut mieux que ça. Et nous n'avons pas perdu de temps. Mais dès hier soir, la commission des lois s'est réunie. Dès cet après-midi, nous serons sur le texte. Mais là, on est plutôt sur la forme que sur le fond. Alors, effectivement, il dégaine très vite, trop vite. Madame Artichaut, il y a 2 choses. Sur le fond, il n'y avait pas d'accord. Parce qu'on a vu des sénateurs qui agissaient certainement sur instruction de M. Retailleau, qui ont fait des allers-retours. Vous alliez le conclure. Non, je vous assure, à 18h, il y conclure. avait une suspension de séance où les sénateurs étaient en train de revenir sur la question de la conditionnalité de la mise en place du pass vaccinal. On est en train de perdre nos auditeurs, alors même qu'à 14h, ils avaient lâché là-dessus. Donc vraiment, c'était une après-midi assez ubuesque parce qu'il y avait des avancées, puis des reculs, des avancées, puis des reculs. Le tout certainement téléguidé par M. Retailleau qui n'avait qu'une obsession, dire j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Ça ne se fait pas comme ça une CSP. On se respecte entre chambres et en principe paritaire. Oui. Voilà, oui. Et en principe, il y a même le secret des discussions au sein de la CMP. Et donc je ne comprends pas comment M. Retailleau, depuis la Vendée, a pu commettre ce tweet. Vous aviez dit la vaccination est plus importante qu'une querelle sémantique. C'est ce que vous aviez dit à propos de la petite phrase d'Emmanuel Macron dans Le Parisien. La vaccination n'est-elle pas plus importante qu'un tweet ? Mais le tweet, je vous le dis, pour la 3e fois, n'a pas du tout été un facteur déclenchant du constat de désaccord. Vous n'êtes pas en train de reconstruire l'histoire, là. Non, parce que je l'ai vécu de l'intérieur et ça donne un petit avantage par rapport à ceux qui commentent. Parce que la droite dit, vous sautez sur ce prétexte, évidemment, mais c'est totalement... reprendre les discussions et peut-être reprendre un avantage que vous auriez perdu dans la négociation. Non, mais vous savez, la Constitution prévoit que l'Assemblée nationale a le dernier mot. Et donc on ne perd pas de temps, parce que dès hier soir, 22h, les députés étaient au sein de la commission des lois en train de retravailler sur ce texte. À 1h30 cette nuit, ça s'est fini en commission et nous reprendrons dès le début de cet après-midi. Et je souhaite que cet après-midi, en fin d'après-midi, le texte soit adopté. Puisque vous parlez calendrier, donc adoption cet après-midi, c'est la navette qui reprend. Hein. Ça aurait pu, encore une fois, être conclusif hier. Là, il y a une navette, donc Assemblée, Sénat, et ensuite... Alors, vous prévoyez une application, c'est ce qui intéresse ceux qui nous regardent. Je serai prudent et je ne me prononcerai pas sur le calendrier du Sénat, mais le président Retailleau a dit hier qu'il se prononcerait demain matin. Dans ce cas-là, nous réagirons, nous, immédiatement. Et demain après-midi, les députés, samedi après-midi, retravailleront sur ce texte pour qu'il puisse être adopté définitivement en début de semaine, lundi par exemple, et nous verrons s'il y a une saisine du Conseil constitutionnel par les oppositions. Vous savez qu'il faudra attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, et nous étions sur l'objectif du 15 janvier, et donc nous ne sommes pas loin de cet objectif, le texte devrait pouvoir entrer en vigueur. Gabriel Attal avait dit dans la semaine du 17 janvier, c'est lundi, donc ça ne peut pas être avant le 20. C'est important parce que s'il n'y a pas de saisine... ce pass vaccinal, ça va être très concret pour les Français. Bien sûr, mais s'il n'y a pas de saisine du Conseil constitutionnel, ça peut être mardi ou mercredi. Ça peut être mardi ou mercredi s'il n'y a pas de saisine du
Conseil constitutionnel, donc 18 ou 19. S'il y a saisine, ce Je serait... pense que le Conseil constitutionnel travaillera très vite et ce sera, comme l'avait annoncé Gabriel Attal, dans la semaine, à partir de la semaine prochaine. Donc plutôt le 20. Hein, le Jeudi, 20, vendredi. 21. Le Conseil constitutionnel peut très bien vous censurer, censurer votre texte. Ah mais il peut prendre du temps aussi, mais je sais que le Conseil constitutionnel a conscience des enjeux et va souhaiter travailler vite. Mais là aussi, je ne vais pas me prononcer sur le Conseil. Mais dites-moi, c'est quand même chaotique ce parcours du pass vaccinal raison, il était au compliqué. Parlement. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit du contexte politique? Est-ce qu'il joue un rôle? Ah, mais ce que se dit et ce que je peux noter, c'est que la majorité présidentielle a fait bloc derrière le gouvernement sur ce texte quand on a vu une opposition, et en particulier les LR, totalement exploser. Madame Pécresse vient sur les plateaux le mardi matin pour dire « Moi, je veux que nous soutenions le pass vaccinal ». Et au moment du vote, on voit un groupe LR à l'Assemblée totalement éclaté. Vous avez 28 qui votent pour, 24 qui votent contre, 22 qui s'abstiennent. Oui, alors la veille, vous-même, vous n'étiez pas venu en nombre suffisant pour permettre la poursuite. Nous étions en nombre suffisant. On ne va pas revenir, mais... Toute la soirée. Toute la soirée, tous les amendements ont été rejetés ou adoptés en fonction de la majorité. Il y a eu un vote où toutes les oppositions se sont mis d'accord. C'est pour dire nous sommes tellement pressés, mais que nous ne voulons pas travailler après minuit. Ça, c'était le mardi, et le jeudi, nous avons fini à 5h30. Bon, encore une fois, matin. Il est semé d'embûches. Oui, je vous confirme. Mais peut-être aussi, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas un décalage, Christophe Castaner? Le gouvernement va imposer le pass vaccinal. C'est quand même un coup de pression, une contrainte en plus pour les Français. Et on comprend que vous préparez la sortie de crise sanitaire. Voilà. En même temps, est-ce qu'il n'est pas paradoxal? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Pour dire les choses plus simplement, est-ce qu'il n'arrive pas trop tard, ce pass vaccinal? Alors, deux remarques. La première, c'est qu'il est toujours nécessaire d'anticiper les étapes d'après. Et donc, il est normal que nous préparions la suite. Mais en attendant, nous sommes dans un contexte sanitaire de très grande gravité. Plus de 300 000 personnes ont été positives au Covid hier. C'est cela la réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un texte peut avoir une vertu, notamment pédagogique. À partir de l'annonce par le Premier ministre, le gouvernement, et le début de nos travaux, nous avons atteint des records tous les jours de primo-vaccination dans le pays. Et donc, notre clé pour sortir de la Covid, c'est la vaccination. Mais il y a des femmes et des hommes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas rentrés dans la vaccination et qui, en moyenne, 50 000 par jour rentrent dans la vaccination. Mais vous avez raison de rappeler tout ça, c'est factuel. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai très envie d'emmerder les Français, les non-vaccinés. Oui, pas les Français. Les Français non-vaccinés, dit le président. Mais si ça va mieux, si ça s'améliore à partir de la deuxième quinzaine de janvier, il va surtout emmerder les Français qui devront dégainer une pièce d'identité pour aller au restaurant, etc. Mais le pass vaccinal n'a pas vocation à durer éternellement. Et si les conditions sanitaires permettent de le lever, évidemment qu'il sera levé. Et donc, tant que nous serons en tension, et en tension dans nos hôpitaux, dans nos services de réanimation, nous devons protéger notre système et protéger nos soignants. Donc, il faut utiliser ces outils. Et si ensuite on a une évolution positive, évidemment, le gouvernement s'adaptera. Mais il faut avoir en tête que sur le Covid, et on l'a vu avec le dernier variant dont on parle, il se bat contre nous, il évolue très vite. Donc il faut qu'il y ait des outils à disposition de l'exécutif pour le mettre en œuvre. Oui. Et donc l'objectif de nos textes de loi, et c'est le 13e sur lequel nous travaillons, c'est de faire en sorte que nous puissions donner à l'exécutif les moyens de combattre le virus. Alors justement, juste un mot, on ne va pas entrer dans la technique, mais les sénateurs auraient voulu que l'activation et la désactivation, pour résumer, du pass vaccinal, soit lié à des critères d'hospitalisation, des critères sanitaires. Voilà, ça se fasse automatiquement, et que ce ne soit pas comme ça le pif ou la décision de l'exécutif. Pourquoi vous n'avez pas dit oui à ça? Je veux dire, à partir de temps d'hospitalisation, le pass vaccinal est activé ou désactivé. Les mêmes sénateurs ou les mêmes députés qui nous reprochent de faire des choses trop complexes rêvent de la complexité. Et alors, ils nous proposaient toute une série de critères qui pouvaient déterminer, voire même par territoire, département, la possibilité d'actionner ou pas. Et donc, objectivement, c'était d'une complexité forte. Moi, je préfère un dispositif simple, qui est, oui, on met en place un pass vaccinal pour faire en sorte que les Français se protègent eux-mêmes par la vaccination. Et dès que nous pourrons lever cette contrainte, nous la lèverons. Oui, alors c'est très simple, mais selon les sénateurs, ça respecte moins le Parlement, qui souhaitait que le gouvernement, effectivement, ne soit pas tout seul, toujours à décider. Je crois que depuis hier et le tweet de M. Retailleau, la notion de respect du Parlement mérite débat du côté du Sénat. À ce point-là ?
Ah oui, parce qu'attendez, un sénateur qui ne participe pas à quelque chose, qui fait cocorico, qui en profite pour dénoncer Emmanuel Macron, qui fait de la petite politique politicienne pendant que nous bossons, objectivement, ça n'est pas très respectueux. Oui. Vous-même, vous aviez parlé de la chienlit de la droite. En ce moment, tout le monde y va. Voilà, il y a une forme de... La droite n'est pas le Parlement jusqu'à nouvel ordre. Et effectivement, je dénonçais la chienlit. Quand une candidate, Valérie Pécresse, donne une orientation politique, de constater que dans son groupe à l'Assemblée, il se divise en 3 et qu'il y a un tout petit tiers seulement qui la suit. Toujours un moyen de tacler Valérie Pécresse. Hein. Ah ben vous avez parlé de la toujours une chienlit. occasion, hein. Vous n'en ratez jamais. Vous me relancez sur la chienlit. La chienlit concernait Bruno Valérie Retailleau n'est pas la Pécresse. candidate, mais vous en profitez. Mais il c'est est de un bonne de ses guerre. porte-parole majeurs. Je crois qu'il travaille sur son programme des 100 jours. Et C'est du coup, lui qui hier va en Vendée, élaborer il a pour trop travaillé sur son programme des 100 jours et pas assez sur la CMP. Bon, juste parce que le sujet le plus important, c'est la crise sanitaire. Et Gabriel Attal a quand même dit il faut se garder de crier au pic trop tôt, mais nous avons de réels motifs d'espérance. Vous travaillez sur la sortie de crise sanitaire, sur un allègement? L'exécutif travaille sur une sortie de crise et nous accompagnons l'exécutif. Mais oui, il faut anticiper des évolutions qui, depuis 2-3 jours, donc soyez, comme vous l'avez dit, extrêmement prudents, sont plutôt positives. Un mot, la justice a désavoué justement le gouvernement en matière de port de masque. L'arrêté préfectoral qui rendait obligatoire le masque en extérieur à Paris a été suspendu. Quelle est votre réaction? La justice joue contre Non, la prudence? Attendez, quand la justice prend une décision, la justice administrative en l'espèce, il faut considérer que c'est une bonne décision et le préfet en charge de cette mesure doit prendre en compte les données de la décision judiciaire et adapter le dispositif. Vous le regrettez ou pas? Après, quel est le reproche que fait la décision du tribunal? C'est de dire qu'il faut une sectorisation. Et c'est vrai que le préfet a dit c'est tout Paris et un département voisin. La difficulté, c'est quand vous faites une sectorisation... Aussi non appropriée à la liberté individuelle. Oui, mais parce que la mesure est trop importante. Bon. Mais en même temps, quand vous faites une sectorisation, là, si je viens vous voir, vous me direz c'est quand même compliqué parce que c'est autorisé dans le premier, le deuxième et le troisième arrondissement. Par contre, c'est pas interdit. C'est interdit dans le quatrième et le cinquième, mais c'est autorisé dans le septième et le huitième. Bref, le préfet a voulu faire simple. Et la mesure simple a été retoquée par le tribunal, dont acte, et il lui appartient, et je sais qu'il y travaille déjà, à adapter le dispositif. Il va être obligé. Le président qui fait campagne sans s'être déclaré, ça exaspère de plus en plus l'opposition. Elle se demande combien de temps ça va durer. Combien de temps? Je ne sais pas si le président est candidat, il le dira à un moment venu. Ah oui, mais je trouve que ce mauvais procès qui est fait, au fond, ce dont rêvent tous les candidats, c'est qu'il n'y ait plus de président de la République. Les Français, ils attendent que le président de la République soit président de la République. Ils ne demandent pas un énième candidat de plus. Comment ça, il rêve qu'il n'y ait pas de président de la République? Il Bien rêve sûr. effectivement de Qu'il gouverner soit la France candidat. avec un programme qui est différent du vôtre. Non, mais il rêve surtout qu'Emmanuel Macron annonce très vite qu'il soit candidat et qu'il vienne débattre avec eux. La France a besoin d'un président de la République le plus longtemps possible. Le moment venu, le président prendra sa décision. Et comme tous ses prédécesseurs, quand ils ont été candidats, il l'annoncera aux Français. Alors, on va voir quelles propositions il fait une fois qu'il est candidat. On sait que il travaille sur des propositions qui devraient marquer, enfin il l'espère. Pour l'instant, la promesse, c'est pas d'augmentation d'impôts. Il y a un débat. Bruno Le Maire le disait ici lundi, baisse des impôts de production, c'est ce qu'il souhaite que le candidat Macron reprenne. Est-ce raisonnable pour les dépenses publiques? De ne pas augmenter les impôts, oui, je pense. Oui, de baisser les impôts de production. Non seulement de ne pas bouger la fiscalité, mais de faire baisser les impôts pour les sociétés. Est-ce raisonnable? Alors, la question n'est pas d'être raisonnable. Est-ce que c'est efficace? La réponse est oui. Parce que quand vous baissez les impôts de production, vous renforcez l'attractivité du pays. Et aujourd'hui, ça n'est pas un hasard si la France est le premier pays en termes d'attractivité de toute l'Europe. L'attractivité, c'est des investissements étrangers qui viennent dans votre pays, qui créent de l'emploi. C'est parce que nous avons pris des mesures. Mais à quel prix? C'est une baisse d'impôts. Mais à l'inverse, quand vous avez plus d'activité, vous avez une augmentation des recettes. Et donc, vous savez, dans un monde théorique, on dit il suffit d'augmenter les impôts. J'ai vu que Mme Hidalgo, hier, annonçait un programme qui allait coûter 50 milliards et qui serait financé par un impôt sur la fortune de 50 milliards. Un chiffre absolument énorme. La réalité, c'est que tous nos opposants veulent augmenter les impôts. Nous pensons que ce que nous avons fait dans ce quinquennat, non, une baisse... c'est faux. Tous vos opposants ne veulent pas augmenter les impôts. Sauf qu'ils ne financent pas, en réalité, leurs dépenses. Et puis, entre nous, j'attends de voir aussi leurs propositions concrètes sur le sujet. Vous financez par la croissance. Mais tout simplement parce que nous n'avons pas... Magique, ça Madame Artichoux, vous avez commencé votre intervention en me disant le président de la République, si les candidats n'a pas présenté son projet. Donc ne me dites pas, vous non plus.
parce que vous n'avez pas le m'adresse à projet sur lequel vous vous Castaner. prononcez. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire une baisse de 52 milliards qui n'a jamais été faite des impôts en France, la moitié pour les ménages, la moitié pour les entreprises, c'est ce qui augmente le pouvoir d'achat des ménages et c'est ce qui permet à la France d'être le premier pays en termes d'attractivité et d'avoir la dynamique de création d'emplois que nous connaissons. Laurent Saint-Martin, qui travaille sur le budget à l'Assemblée, vous le connaissez bien, il est évidemment La République En Marche. Ce matin, dans Les Échos, il s'interroge. Baisse des impôts de production, pourquoi pas baisse pour les ménages ? Mais c'est l'intérêt du débat que nous avons actuellement. Oui, mais vous, et notre quelle est votre candidat... conviction ? Moi, je pense qu'il y a des impôts qui doivent être revus, y compris les impôts des collectivités locales, comme la question du foncier, l'injustice du foncier. Nous avons supprimé la taxe d'habitation. Peut-être qu'il faudra s'interroger aussi sur la fiscalité, l'autonomie fiscale des collectivités. Pour Mais c'est qu'elle une repose réflexion... moins sur les ménages. Par exemple, mais c'est une réflexion que nous devons avoir. Et donc, je ne vais pas vous faire d'annonce sur un programme Non, mais qui, je au voulais moment où votre je vous avis. parle, ne sont pas arrêtés. Il faudra financer ces baisses éventuelles. Valérie Pécresse vous accuse d'avoir cramé la caisse et elle propose de réduire le nombre de fonctionnaires. C'est un totem classique de la droite. François Fillon avait dit 500 000, elle nous dit 200 000. Et en même temps, quand on regarde, effectivement, il faut reconnaître à Valérie Pécresse qu'elle a pu le faire. Dans la police et la gendarmerie, elle avait supprimé près de 13 000 emplois quand elle était ministre. Et donc, non, mais c'est toujours intéressant de voir que certains qui font des promesses aujourd'hui ont su tenir leurs engagements. Ce sont pas mais les à mêmes ce moment-là, contextes. Emmanuel Macron lui-même a changé de politique en 5 ans. pas sur la il voulait sécurité. Nous avions pris un engagement, celui de recruter. Fonctionnaires, il n'en a pas supprimé. Mais pas sur la sécurité. Nous avions pris un engagement de recruter 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie supplémentaires. Cet engagement sera tenu. Ouais. Est-ce qu'il serait même Emmanuel Macron, donc je dis qu'il a changé de politique, c'est vrai, est-ce qu'il serait le candidat de la défense des fonctionnaires ? Mais ça Est-ce qu'il dépend va se dans quel présenter comme secteur. Mais dans le secteur hospitalier, par exemple, c'est une évidence. Dans l'éducation nationale, nous avons fait des efforts. Dans la justice, il faudra poursuivre ces efforts. Et puis, il y a des endroits où on peut effectivement moderniser notre administration. C'est vrai sur la question des impôts, par exemple, et des services des impôts sur les territoires, et accepter ces évolutions-là. Le service public n'a pas vocation à rester figé dans le temps. Il y a les nostalgiques du service public qui veulent que rien ne change jamais, même quand les habitudes changent. Le meilleur exemple, ce sont les bureaux de poste. Je suis un élu rural, je sais ce débat que nous avons à chaque fois. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de courriers qu'avant. Donc il faut aussi entendre qu'il y a des évolutions nécessaires. Bon, et il est le favori à ce jour, Emmanuel Macron ? Alors si on regarde les sondages, oui. Et vous savez, moi je regarde les sondages, ils sont intéressants en termes de tendance, mais ils ne disent pas la réalité d'une élection qui a lieu dans quelques mois. Rien n'est écrit. Et s'il y a bien une chose dont je sais, c'est que l'excès de prudence et d'humilité n'abîme jamais, alors que l'excès de confiance peut tuer. Donc là-dessus, soyons très prudents. Il y en a chez vous, dans la Macronie, comme on dit. Il y a un risque d'excès de confiance à voir sondage après sondage. Emmanuel Macron dominé d'une dizaine de points ses adversaires. Il y a un risque et c'est pour ça que régulièrement, auprès des députés de mon groupe, j'appelle à l'humilité, c'est toujours utile. Ouais. Comment elle va se passer la campagne ? Comment vous la voyez ? Par exemple, est-ce qu'il y aura des meetings ? Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire des meetings à la Zemmour-Villepinte, 10 000, 15 000 personnes dans une grande salle ? Écoutez, attendons de voir d'abord s'il est candidat et ensuite de voir quelles sont les conditions sanitaires dans lesquelles nous serons. Moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les meetings, mais les meetings sont des moments importants dans une campagne électorale. Il paraît qu'il aime les meetings et qu'il veut faire des meetings. Mais nous verrons d'abord s'il est candidat. Je ne vais pas vous répondre sur les meetings qu'il ferait, parce que je pense que vous pourriez rebondir en disant « Ah, vous nous annoncez qu'il est candidat ». Non, vous préparez la campagne, c'est évident. Vous mais bien pas sûr, vous laisser, nous aurons... Est-ce que la perspective d'organiser des meetings est déjà... travailler chez vous. Mais bien sûr qu'autour... Et quel type de meeting ? Des gros meetings ? Autour du mouvement politique qui est le nôtre, avec la majorité présidentielle, nous travaillons à préparer la campagne. Et si Emmanuel Macron est candidat, nous serons en mesure de dérouler immédiatement un certain nombre d'axes stratégiques de campagne, que ce soit sur le programme, sur le fond, mais aussi sur l'organisation, y compris avec des meetings. Alors il a envie d'être candidat, il l'a dit. Il l'a dit clairement. Pas le lui enlever, il l'a dit. Et moi j'ai envie qu'il le soit. À quelles conditions, Christophe Castaner ? Est-ce qu'il y a un scénario qui ferait qu'il ne serait pas candidat, et lequel ? Sa décision personnelle, parce que c'est un engagement tellement puissant d'être candidat à la présidentielle que ça relève d'une décision personnelle. Non, mais il a envie, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est candidat. Vous savez, on a connu des candidats empêchés. On a connu des candidats qui... François Hollande, qui a renoncé à se présenter. Début décembre, il l'avait dit. Oui, bien sûr. Mais on a connu des présidents candidats. Et donc, il appartient à Emmanuel Macron de décider. Une chose est sûre, c'est que la situation politique d'Emmanuel Macron, le soutien populaire dont il bénéficie, qui est largement supérieur à ses prédécesseurs, par exemple, ne l'empêche pas d'être candidat. Et pour ce qui me concerne, je souhaite qu'il le soit.
Un dernier mot. Fabien Roussel, candidat communiste, s'est fait pourrir, pardon pour l'expression, sur les réseaux sociaux parce qu'il avait fait l'éloge de la cuisine et de la gastronomie française. Il a même soutenu, alors il a reçu le soutien de la droite. Bruno Retailleau ici a dit mais enfin qu'est-ce qui se passe, je le soutiens. Donc vous voyez, ça a mobilisé des réseaux de droite et d'extrême droite en faveur d'un candidat communiste. Qu'est-ce que ça raconte ça aussi? Que les réseaux sociaux peuvent quelquefois être encore plus cons que la moyenne. Bon, c'est la punchline du jour. Non, mais soyons sérieux. En plus, je connais Fabien Roussel. C'est un homme engagé, c'est un homme authentique, c'est un homme de conviction. Et effectivement, il est comme tous les Français. Il aime la gastronomie et il sait que c'est une fierté nationale. Il a raison de la défendre. Merci Merci à Christophe vous. Castaner d'avoir été ce matin sur le plateau du LCI. Bonne journée à vous. On verra donc quand entre en œuvre le pass vaccinal. Vous nous dites au mieux 18-19, s'il n'y a pas le Conseil constitutionnel, plutôt 20-21. La semaine prochaine. S'il n'y a pas de censure, évidemment. Merci à vous. Bonne journée.